Bonjour et bienvenue sur le plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2017. Je suis Thomas Blosville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement. Je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV consacré aux énergies renouvelables, ou ENR. Plateau TV dont le titre est tout simplement les ENR dans une nouvelle ère. Et je vais avoir le plaisir d'en discuter avec Damien Maton, bonjour. Délégué général du CER, le syndicat des énergies renouvelables, et avec deux représentants du groupe Quadrant qui vont nous illustrer cette nouvelle ère. Jérôme Biret, donc vous êtes le directeur général du groupe Quadrant, et Carole Lajoux, directrice générale du pôle énergie libre chez Quadrant. Bonjour. Bonjour. Alors le tarif d'achat c'est fini, bientôt peut-être. Le complément de rémunération, l'autoconsommation, les offres d'électricité verte en 2016, en 2017. Le marché de l'électricité se transforme, et en particulier pour les énergies renouvelables. Alors, est-ce que la filière a assez de visibilité entre les territoires, l'État, l'Europe? Est-ce que chacun joue le jeu? À quoi ressemblera demain le secteur des énergies renouvelables et surtout les acteurs qui le composent? C'est ce dont nous allons parler. Damien Maton, peut-être pour commencer, je sais que le syndicat des énergies renouvelables a sorti son livre blanc en tout début d'année, en dressant un certain nombre de constats du secteur des énergies renouvelables. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Je vous cite le premier, c'est la révolution économique des ENR. Il y avait le deuxième, c'était le rôle des territoires et des consommateurs. Et la simplification réglementaire, c'est un certain nombre de constats que vous pointiez. Alors, pour reprendre la révolution économique des ENR, j'ai envie de vous demander, est-ce que la baisse des coûts se poursuit? Oui, alors effectivement, comme tous les 5 ans, on écrit un livre blanc, parce que tous les 5 ans, on a un grand moment démocratique dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. Donc on choisit ce moment pour exprimer en fait notre vision du secteur, de l'avenir du secteur, et puis formuler quelques propositions. Et en amont des propositions, effectivement, on a tiré 3 constats. Le premier, c'est celui de la révolution économique des énergies renouvelables, notamment dans le secteur électrique, parce qu'effectivement, par rapport à il y a 5 ans, vous avez 2 livres blancs complètement différents. Des coûts qui ont chuté, des coûts de production qui ont chuté, et qui placent ces coûts de production finalement dans les niveaux de prix qu'on retrouve dans des énergies conventionnelles, et notamment dès lors qu'on ne veut pas produire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une installation de production d'électricité neuve, les énergies renouvelables sont dans la gamme de prix de ce qu'il y a de plus compétitif. Ça va continuer ? Oui, ça va continuer. Alors, évidemment, il faudrait faire de l'analytique filière par filière, parce qu'on a des courbes d'apprentissage qui sont différentes, les points de départ qui sont différents, mais la logique est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a des coûts d'investissement qui structurent le coût de production et des coûts d'exploitation qui sont extrêmement faibles, donc avec des volumes croissants, donc des économies d'échelle dans l'industrie, puis un savoir-faire de plus en plus performant dans l'installation. On a évidemment des coûts qui tirent vers le bas, et qui profitent donc à la collectivité. L'autre gros sujet dont on a parlé depuis 5 ans, c'est évidemment la réglementation. On ne va pas décliner filière par filière tout ce qui a été fait, mais est-ce qu'on peut considérer que les ENR sont libérés aujourd'hui? Il y a toujours un certain nombre de sujets, mais quand même, la problématique générale de la simplification et de la lisibilité, elle est aussi là aussi, enfin elle est à nouveau changée en fait par rapport à il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une simplification administrative qui a été conduite pour l'ensemble des filières. Alors plutôt la filière éolienne qui en a profité parce que c'était celle qui avait une complexité juridique importante. Mais toutes les filières en ont profité, notamment avec l'autorisation environnementale unique. Donc ça, c'est un acquis important. Et puis le deuxième acquis, c'est cette visibilité nouvelle qui a été offerte par la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec des volumes à court et moyen terme qui viennent en fait décliner l'objectif de long terme, qui est l'objectif de la loi de transition énergétique. Et ces objectifs court-moyen terme, alors vous allez me dire, ce sont des objectifs, certes, mais ils sont déclinés de façon très opérationnelle par une programmation pluriannuelle d'appel d'offres pour la plupart des filières. Et ça, c'est un acquis fondamental pour les acteurs du secteur.
des appels d'offres typiquement dans le solaire, par exemple, ça, c'est... Typiquement dans le solaire, puisqu'on a une programmation alors déclinée, centrale au sol, bâtiment. On a même une déclinaison à venir pour l'autoconsommation. Mais on a une vraie programmation semestrielle de volume. Et je ne veux pas parler à la place des acteurs, mais par exemple, je pense que Quadrant me confirmera que c'est une visibilité qui est tout à fait salutaire pour les acteurs du secteur. Justement, on va demander au groupe Quadrant, Jérôme Billeret, peut-être déjà de présenter le groupe, sans refaire tout l'historique, mais nous dire un peu quel est votre métier aujourd'hui, est-ce qu'il change, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce contexte-là qui vient d'être décrit par Damien Maton? Oui, alors effectivement, le groupe Quadrant, on va pas refaire l'historique, mais le groupe est issu de la fusion de deux entreprises un peu emblématiques de la filière JMB Énergie et Aérowatt en 2013. Aujourd'hui, le groupe Quadrant, c'est un groupe multifilière qui est historiquement essentiellement construit sur de la production d'énergie. On produit avec de l'hydro, avec du biogaz, avec du solaire et de l'éolien. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 TWh qui sont produits par nos 450 MW de centrales en fonctionnement, avec un programme de construction qui est assez ambitieux, puisqu'on est en train de construire plus de 200 MW de nouvelles centrales. Chiffre clé, 250 personnes, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires de vente d'énergie. Mais ça, c'est le groupe un peu historique, c'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, le groupe est en train de devenir un groupe global en énergie avec différentes activités. Bon, on s'intéresse bien sûr à la production en France, à l'international, mais on a mis aussi le pied dans l'offshore avec le programme EolMed. Et surtout, on s'intéresse de plus en plus à l'aval de la filière, c'est-à-dire commercialisation de l'électricité, commercialisation de notre électricité demain, ce qui n'est pas encore forcément facile. Et donc, on s'intéresse forcément à tous les points connexes qui sont l'agrégation, la responsabilité d'équilibre, l'autoconsommation dont on va avoir l'occasion de parler. Okay. C'est ce qu'on peut appeler un énergéticien de proximité plus qu'un développeur exploitant. Alors, la proximité est effectivement un élément fort dans nos gènes, puisque on considère que les énergies renouvelables sont des énergies à faible densité, décentralisées, des énergies de territoire, et on a toujours, nous, pris soin de travailler avec les collectivités, avec les riverains, avec demain nos consommateurs. Et donc la notion de territoire de proximité est effectivement essentielle dans notre vision des choses, mais je pense aussi dans le monde des énergies renouvelables. Alors cette nouvelle ère dans laquelle justement vous vous transformez vous-même, le groupe, il va notamment être porté par le pôle énergie libre, que vous dirigez, Carole Lajoux. Tout à fait. Alors, en 2 mots, ce pôle... Donc, comment vous définiriez son métier? Ça a déjà été un peu esquissé, mais... Donc voilà, le groupe Quadrant a souhaité se diversifier dans la partie aval avec l'acquisition, la création d'abord d'un premier fournisseur d'énergie, puis l'acquisition d'Enel France qui a été réalisée en décembre l'année dernière. Et donc dans ce pôle énergie, nous avons 2 fournisseurs d'énergie, le bas de portefeuille avec Énergie Libre, le haut de portefeuille avec Énergie Libre Grand Compte et des portefeuilles clients tels que RATP, Valeo. Ensuite, un agrégateur avec également un responsable d'équilibre et tout un service à l'énergie avec l'autoconsommation, des box intelligentes. Donc l'idée et la stratégie du groupe Quadrant, c'est d'être présent sur l'ensemble de la filière qui va de la production à la vente en passant par l'ensemble des services porteurs d'avenir. On aura un peu de temps tout à l'heure pour développer un peu parce que ça fait beaucoup de sujets, mais si on revient peut-être un peu à la filière Damien Maton, cette nouvelle période réglementaire, alors je pense spontanément au complément de rémunération, mais c'est un peu l'emblème de cette évolution. La filière, globalement, comment elle appréhende cette nouvelle période? Alors, dans un premier temps, force est de constater qu'on a été un peu mis au pied du mur. C'est-à-dire que cette idée d'exposition au marché de l'électricité, avec un complément additionnel pour venir combler la différence entre le prix de marché qui est très très bas aujourd'hui et un niveau cible qui permette de rentabiliser les investissements, cette idée-là, elle découle en fait de l'Europe, des lignes directrices de la Commission européenne. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce qu'on essaye de souligner dans le livre blanc, c'est qu'effectivement, on est dans une dialectique aujourd'hui où il y a 3 niveaux stratégiques en termes de gouvernance. Il y a les collectivités, comme le rappelait Jérôme Billeret, qui sont essentielles
parce que souvent elles sont moteurs, elles planifient, elles aménagent. Il y a l'État bien sûr qui reste stratège, mais aujourd'hui il y a un échelon qui est extrêmement important, c'est l'échelon européen. D'ailleurs, je fais une parenthèse en indiquant qu'on ouvre aujourd'hui les discussions autour de la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables. Et il faut bien avoir en tête que ce texte sera extrêmement structurant pour toute la filière en Europe pour la décennie 2020-2030. Et ça se joue aujourd'hui, hein, dans les 2 années qui viennent. Donc ça, c'est important. Et effectivement, pour revenir à votre question, donc l'exposition marché, c'est une logique qui a été portée au niveau de la Commission européenne, avec l'idée que il faut que les énergies renouvelables puissent connaître le signal prix du marché. C'est une évolution qui est saine, mais évidemment, si cette évolution est saine et était programmée, il faut que ça se fasse dans le cadre d'une transition douce, parce qu'effectivement, on ne peut pas exposer les gens au marché de l'électricité, surtout à des niveaux de prix tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, toute la discussion a tourné autour d'une évolution et d'une transition qui soit souple, qui soit douce, pour que les acteurs puissent vendre leur électricité sur le marché, bénéficier d'un complément de rémunération qui puissent donner une rentabilité à leurs investissements. Et donc, on a travaillé tout le long des années 2015 et 2016 pour la mise en place de ce dispositif-là. Et est venu se greffer un nouveau type d'acteur dans ce contexte-là, c'est l'agrégateur, qui vient justement aider les plus petits acteurs, les plus petits producteurs, à pouvoir valoriser cette électricité sur le marché. Je vais rebondir sur cet exemple. L'agrégation, justement, ça fait partie du panel des sujets que vous avez évoqués. Est-ce que ça veut dire que Quadrant ou Énergie Libre se positionne comme agrégateur aujourd'hui sur ce marché de l'électricité renouvelable? Voilà. Alors on a déjà avec Hydronext un agrégateur qui traite les volumes venant de l'hydroélectricité. Et également au sein du pôle énergie, via Énergie Libre, on est en train de faire une demande pour être organisme agréé et pouvoir traiter les volumes de l'agrégation de la même façon. Donc ça s'ajoute à ce travail un peu plus en aval par rapport à ce que vous faisiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus justement ce que vous proposez en termes d'autoconsommation, même de maîtrise des consommations? Il y a tout un panel de... Alors en fait, c'est tout ce qu'on peut proposer. Nous, on part de l'aval et de l'amont, c'est-à-dire aux clients, on propose de l'énergie verte, donc en direct, donc des marchés avec aujourd'hui des certificats de garantie. Et en amont, à tous les producteurs, y compris bien évidemment à Quadrant en premier lieu, de mettre leur énergie sur les marchés via tous les décrets dont nous avons la connaissance aujourd'hui. Et l'autoconsommation? Et l'autoconsommation également, ça fait partie, donc la partie photovoltaïque des propositions de services du groupe, essentiellement en B2B et en tiers investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette notion de tiers investissement dans l'autoconsommation? Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que quand on est sur la partie usage de l'énergie, on a donc effectivement l'autoconsommation. L'autoconsommation peut être vue aussi comme une maîtrise de la demande en électricité en creux et vice-versa, quoi, hein. Donc on a cette vision qui est comment optimiser la facture d'énergie quelque part, puisque c'est ce qui intéresse le consommateur final, comment optimiser la facture d'énergie pour un tiers. Et quand on parle de tiers investisseur, on dit, au même titre qu'on est investisseur sur des centrales et on vend du kilowattheure, ben on peut aussi être investisseur, nous, groupe Quadrant, sur des dispositifs économisant l'énergie ou des dispositifs d'autoconsommation, en nous rémunérant sur l'économie générée ou sur la production générée directement chez le client final. Moi, je voudrais quand même revenir sur une notion qui est importante. On ne sous-estime pas actuellement le traumatisme des marchés de l'énergie dans le renouvelable, pour passer d'un marché extrêmement réglementé où on avait un tarif garanti pendant 15 ans, pendant 20 ans, quelque part une signature de l'État, vers une ouverture au marché, alors qui est très progressive, puisqu'aujourd'hui on a un système de marché plus prime. Il ne faut quand même pas oublier la prime, qui est quand même un filet de secours pour nous, une ceinture de sécurité qui est essentielle, et qui est essentielle pour le financement, parce que derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'on parle en centaines de millions, en milliards d'investissements tous les ans. Donc on a quand même besoin de ces sécurités et financières, réglementaires, voire fiscales et autres.
Mais c'est vraiment un changement extrêmement fort dans nos modes de fonctionnement. Et toute la stratégie du groupe de Quadrant, c'est de dire, dans ce monde qui évolue très vite, comment on peut construire un modèle qui ne soit pas trop dépendant des choix politiques, des choix économiques de nos dirigeants. Et l'idée, c'est bien, en allant chercher un client final, à qui nous allons faire des propositions sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire peut-être plus, à un prix garanti, à un prix qui sera compétitif, et en amont, un kilowattheure qui lui aussi, on le voit sur le photovoltaïque et l'éolien, aujourd'hui on peut donner un prix au kilowattheure sur des durées très longues, et un prix qu'on maîtrise parfaitement et qui n'évoluera pas, quelles que soient les conditions de marché des capitaux, quelles que soient, j'allais dire même les conditions technologiques, je ne sais quoi. On connaît notre prix sur nos installations existantes ou sur nos installations futures sur les 30 prochaines années. Il n'y a aucune technologie ne peut le dire. Donc tout l'objectif du groupe, c'est comment marier ces deux visions. D'un côté, j'ai un prix maîtrisé, connu. De l'autre côté, j'ai un consommateur qui ne veut pas trop se faire tondre et qui a besoin aussi de lisibilité. Comment on met ces deux mondes face à face? Et le marché, de ce point de vue-là, n'est pas, dans notre vision, totalement satisfaisant, puisque le marché subit des fluctuations qui sont des fluctuations plus ou moins maîtrisées, qui peuvent être saisonnières, ça c'est assez facile, mais qui sont aussi liées à des opportunités. Il y a, on l'a vu très très fortement au mois de janvier avec les très basses températures en France, le kilowattheure du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre, son prix va être multiplié par 5, par 10 et va atteindre des sommets extraordinaires parce qu'il y a un besoin. Et ça, c'est le marché. Et ça, le consommateur, il n'en a pas très envie. Vous débutez tout juste votre phase d'apprentissage de cette nouvelle réalité? Alors en fait, on est au plus proche des clients, hein, puisqu'on est chez des grands comptes et on essaye d'apparaître comme un fournisseur complet de fournitures classiques, vertes si le client le souhaite, mais également tous les autres services. Et là, on est quand même obligé de faire des prix de marché avec des prix sur 3 ans parce que tous les clients veulent une visibilité sur leur compte d'exploitation. Donc on essaye de satisfaire le client, de garder une marge pour faire vivre notre activité et de faire également le lien avec le groupe Quadrant, avec toutes les problématiques et notamment les écarts, puisque les énergies renouvelables, la grande difficulté, c'est les écarts en fait. Et qui gère les écarts, d'où l'existence des agrégateurs. Donc avec une forme de diversification construite autour du consommateur final, qui lui, de toute façon, voilà, est là et a ses besoins. On voit que, Damien Maton, que c'est quand même un besoin d'apprentissage, quels que soient les efforts qu'on fait au niveau institutionnel pour préparer le terrain. Vous avez évoqué la directive européenne. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les échéances un peu? Oui, alors, sur la directive européenne, donc là on rouvre toute une série de thématiques et c'est pour application post-2020. Hein. Donc là on a 2 ans en fait de discussion. Alors le 11 c'est entre le Parlement, le Conseil européen, européen bien sûr, et la Commission. Hein. Donc on a une phase à 3 où il va y avoir beaucoup de discussions. Et donc tout ça c'est un processus de 2 ans pour une application post-2020. Mais 2020 c'est quand même demain matin. Donc je veux dire, il faut s'en préoccuper. Sur le complément de rémunération, non mais je suis parfaitement d'accord. C'est ce que je rappelais en début de propos, c'est que ça nous est un peu tombé dessus avec une célérité assez déconcertante. On a même cru à un moment donné qu'on allait échapper dans le cadre de l'éolien, et puis finalement ça n'a pas été le cas, et donc le calendrier s'est encore plus accéléré sur le cas de l'éolien. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des discussions au niveau des mécanismes de soutien qui ont donné une relative satisfaction, notamment sur la prime de gestion qui est indispensable pour couvrir les coûts d'agrégation. Donc on rappelle, c'est une prime supplémentaire. Voilà, c'est une prime supplémentaire pour couvrir les coûts de commercialisation de l'électricité produite sur le marché. Voilà, mais effectivement, tout ça s'est fait dans un délai très rapide. Alors que, par exemple, chez nos voisins allemands, il y avait une phase d'expérimentation sur base volontaire. Et effectivement, ça ne prépare pas tout à fait les acteurs de la même manière. Ça aurait pu être un peu plus facile. On ne va pas pouvoir défricher tout le sujet, mais j'aimerais pas qu'on se quitte sans évoquer peut-être d'autres types de projets que chez Quadrant vous avez aussi, parce que vous travaillez à l'international, vous travaillez sur l'éolien offshore, sur un certain nombre de projets. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un deux mots? Quelle place ça a un peu dans cet écosystème dont on vient de parler? Alors, sur l'international d'abord, l'élément fondateur,
c'est qu'aujourd'hui, le renouvelable, je parle essentiellement de solaire et d'éolien, est parfaitement compétitif par rapport à la plupart des sources de production, voire toutes les sources de production. Et ça a une conséquence immédiate et évidente, c'est que l'ensemble des pays de la planète sont engagés aujourd'hui dans des démarches très volontaristes d'équipement en énergie renouvelable pour porter leur équilibre production-consommation, qui est en général sur beaucoup de pays en développement, ils ont une forte croissance, mais aussi pour porter leur équation économique. C'est des importations de combustibles, des importations de charbon ou de fioul, ça coûte cher et on n'en a pas forcément envie. Donc on a ce développement et Quadrant, modestement, se positionne sur un certain nombre de pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, puisqu'on a des cibles très très concrètes aujourd'hui et sur des volumes qui sont importants, puisque ces pays-là vont raisonner bien souvent en centrales de production de 30, 50, 100, 200 mégawatts. On ne joue plus quelque part. On est vraiment rentré dans une démarche industrielle assez puissante. Deuxième volet de nos diversifications, toujours dans le monde de la production, c'est l'offshore. On a été lauréat de l'appel à projet sur l'offshore flottant. Et donc aujourd'hui, on travaille très concrètement sur le site de Gruissant avec nos partenaires Bouygues Ideol et Senvion, où l'objectif, c'est de valider sur un projet pilote 4 machines sur des flotteurs béton. Qui seront normalement un ensemble qui sera en service en 2020. Et où nous sommes dans la phase très concrète de, premièrement, sécuriser les financements, et on bénéficie d'aides publiques assez significatives sur ces dossiers, mais aussi toutes les études ont été engagées, la faune, la flore, les courants, les vagues, le sol, enfin bon, on a toute une série de choses assez incontournables, et on a engagé les premières phases de concertation, puisqu'on a eu déjà un certain nombre de réunions au niveau local, mais qui sont essentielles pour poursuivre le déroulé du projet, étant entendu qu'on se préoccupe aussi de financement participatif. J'en parle sur ce projet-là parce qu'on a décidé d'avoir une enveloppe de financement participatif sur ce projet EolMed d'éolien flottant, mais le financement participatif est quelque chose qui se généralise dans nos raisonnements sur l'ensemble de nos projets. Ça fait 2 fois que vous donnez la date de 2020, que vous disiez, elle avait arrivé très vite. Donc je vous donne rendez-vous d'ici là pour refaire un point. J'ai l'impression que ça va beaucoup bouger d'ici 2020. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne journée.